L'histoire que je m'apprête à raconter se déroule en deux occasions distinctes. Mes grands-parents vivent dans une région rurale du sud de l'Ohio, près du bord du sentier des Appalaches. Lorsque j'étais enfant, j'ai toujours entendu des histoires de fantômes sur ce qui se passait à cet endroit lorsque le soleil se couchait. Il est essentiel de décrire la configuration de la propriété de mes parents pour que tout le monde comprenne cette histoire. La maison de mes grands-parents occupe une superficie de 2 hectares entourée d'épaisses forêts. Sur la propriété, 7 sentiers différents vous mènent autour de la maison de mes grands-parents, qui était normalement utilisée pour la chasse et d'autres activités. Un jour, mon frère et moi avons décidé de parcourir ces sentiers. Nous avons pris plaisir à rouler en véhicule tout-terrain et à admirer le paysage nécessaire qui nous avait toujours enchantés. La propriété de mes grands-parents était incroyablement isolée. Il n'y avait pas de voisins à des kilomètres à la ronde et la seule propriété qui jouxtait la leur appartenait au gouvernement et n'était utilisée que pour des sanctuaires d'arbres et des réserves naturelles. Il y avait un sentier que nous utilisions souvent et qui se divisait en 2 autres. Celui de gauche contournait la maison et celui de droite descendait jusqu'au ruisseau, où l'on pouvait s'asseoir et observer toutes sortes d'animaux sauvages. Mon frère et moi avons décidé de descendre à la crique pour observer les animaux et chercher les roches inhabituelles que j'aime toujours collectionner. Le seul moyen de descendre à la crique était de le faire à pied, car le quad était trop grand pour passer à travers les buissons et les arbres denses de cette piste. Nous avons donc laissé la Jeep et sommes partis à pied. La piste qui mène au ruisseau fait environ 2 km de long. Le soleil brillait à travers les arbres et il faisait frais. C'était un après-midi d'automne avec une légère brise. Mon frère et moi n'avons pas perdu de temps pour nous rendre au ruisseau. Comme je l'ai dit, nous avons marché le long de l'eau pendant environ 15 minutes à la recherche de pierres fraîches. En marchant, nous sommes tombés sur une cabane délabrée que ni mon frère ni moi n'avions jamais vue auparavant. Il est important de préciser que la propriété de mes grands-parents est jalonnée de bornes qui permettent à chacun de savoir où commence et où finit sa propriété. Nous nous tenions sur le côté gauche du ruisseau et la cabane se trouvait de l'autre côté. Mon frère et moi nous sommes regardés, confus, mais finalement, mon frère a été distrait par quelque chose d'autre et a continué à descendre le ruisseau. Mais pas moi. Je me suis senti tomber dans une sorte de transe et j'ai eu l'impression qu'il fallait que je rentre à l'intérieur. J'ai crié à mon frère de revenir et je lui ai dit « Jay, je pense que nous devrions vérifier cela un peu plus. Quelque chose en moi veut que j'y aille. » Mon frère n'a jamais aimé les choses effrayantes. Voir cette cabane délabrée qui avait l'air de tomber en ruine ne l'intéressait pas. Mon frère m'a dit honnêtement « Mec, ça fait penser à une situation de film d'horreur et je ne veux pas en faire partie. Nous n'entrerons pas là-dedans. » J'ai gloussé parce qu'il avait raison. Quelque chose me disait d'y aller, mais je savais aussi que ce n'était probablement pas la meilleure idée. Alors que le soleil commençait à se coucher, mon frère et moi avons ramassé les pierres que nous avions trouvées et sommes rentrés à la maison. La suite s'est déroulée le week-end suivant. Mon petit ami est venu me rendre visite. Pendant qu'il était là, je lui ai raconté que mon frère et moi étions tombés sur une cabane effrayante sur la propriété que nous n'avions jamais vue auparavant. Il s'est montré très intéressé lorsque j'ai décrit mon désir d'y aller et, à l'extérieur, je lui ai dit à quel point j'étais attiré par le bâtiment. C'est tout ce qu'il fallait. Avant que nous ne franchissions la porte et retournions au ruisseau, mon frère est resté en retrait disant que si tu ne revenais pas, c'est que je te l'avais dit. Mon ex-petit ami et moi avons ri. Oui, c'est vrai. Nous avions des combinaisons et des torches. Bien sûr, on a pris le quad et on a décidé de descendre à pied. Nous avions des torches parce que lorsque nous sommes partis, nous savions qu'il ne nous restait que 2 heures avant le coucher du soleil. Finalement, nous sommes arrivés à la crique. Nous avons emprunté le même chemin que mon frère et moi la semaine précédente et, à ma grande surprise et à mon incrédulité, il n'y avait pas de cabane. J'ai commencé à regarder frénétiquement autour de moi. Quoi? Comment? J'aurais juré qu'il était là. Mon petit ami de l'époque et moi avons décidé de marcher un peu plus loin, en nous éloignant de la maison de mes grands-parents. Mais il n'y avait aucune trace de la cabane. Nous n'avions pas réalisé combien de temps nous étions restés là, et le soleil avait encore environ 15 minutes de lumière U-Sand, alors j'étais déterminé à me prouver que j'avais vu la cabane de mes propres yeux. Nous avons sorti les torches, sauté sur la berge de l'autre côté du ruisseau et commencé à revenir sur nos pas. J'espérais ne pas l'avoir vu en descendant car pendant que mon ex et moi parlions, le soleil s'était complètement couché. À ce moment-là, alors que nous marchions et parlions, tout est devenu silencieux, y compris mon ex. Nous étions en pleine conversation, alors j'ai fait de même. Quand je l'ai entendu s'arrêter, j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Ce qu'il a dit ensuite m'a fait froid, dans le dos. Je veux que vous m'écoutiez très attentivement. Quand je compterai jusqu'à 3, nous allons sauter à travers le ruisseau des Milles et nous allons courir vite, aussi vite que nous le pouvons, sans nous arrêter jusqu'à ce que nous soyons de retour.
Mais ne vous retournez pas et ne dites rien, d'accord? Mon cœur s'est effondré et je ne lui ai rien demandé. Je me suis juste préparé à courir. 1, 2, 3. Nous avons sprinté aussi vite que possible. J'étais devant mon ex et je pouvais l'entendre grimacer, mais j'entendais plus que notre sprint. Quelque chose nous poursuivait. Nous avons abandonné l'idée de courir 1,5 km jusqu'au sentier et avons couru directement à travers les bois. Lorsque nous sommes revenus à la maison, nous étions haletants, couverts d'égratignures à force de courir dans les sous-bois épais. Nous sommes entrés par la porte d'entrée et j'ai été surprise de ne pas pouvoir répondre aux questions de mes grands-parents. Yousand, mon petit ami, se tenait le dos et grimaçait de douleur. Ma grand-mère a soulevé sa chemise et a regardé son dos. Il y avait 3 longs coups de fouet qui partèrent de son épaule jusqu'au bas de son dos. On aurait dit que quelque chose l'avait griffé. J'étais en état de choc, c'est le moins que l'on puisse dire. D'un Appalachien à l'autre, ne cherchez pas ce que vous ne voulez pas trouver. Si quelqu'un sait ce que cela a pu être, merci de me le faire savoir dans les commentaires ci-dessous. Cet événement m'empêche encore de dormir quand j'y pense. Je n'ai jamais eu d'expérience paranormale, mais je ne peux vraiment pas expliquer celle-ci. Ira, je suis à l'université et 7 autres personnes de mon école et moi sommes allés faire un voyage en sac à dos. Yousand, nous avions 2 leaders expérimentés. Nous sommes allés dans la Saleski State Forest, qui se trouve dans la région des Appalaches de l'Ohio. C'était au début du mois d'avril, il faisait froid et tout était encore mort pour l'hiver. Après avoir parcouru plusieurs kilomètres dans la forêt, nous avons campé dans le camp des randonneurs. Il y avait quelques autres groupes, nous n'étions donc pas complètement seuls. Certains d'entre eux étaient des couples amicaux plus âgés, 2 étudiantes. Tout le monde était relativement dispersé, alors nous avons campé plus loin. J'ai toujours ressenti l'énergie des lieux et l'énergie de cette zone n'était pas très bonne. C'était presque effrayant, inquiétant si vous voulez. Nous avions chacun une tente individuelle pour une personne et nous avons formé un groupe sur le site avec ma tente à l'arrière pour que personne ne soit derrière moi. Notre groupe était proche de la forêt car le terrain de camping était comme un grand carré clair au milieu des arbres. Avance rapide. Je suis complètement endormi. Il est environ 2 heures du matin et je me réveille en entendant le bruissement des feuilles juste derrière ma tente. J'entends des pas qui tournent en rond autour de ma tente. Ils avaient une sorte de lourdeur qui ne pouvait pas être celle d'un cerf ou d'un chien. On aurait dit 2 jambes et je n'arrive pas à l'imaginer. Cette créature, cette personne, quelle qu'elle soit, tournait en rond autour de ma tente pendant de longues périodes, s'approchant lentement des côtés de ma tente, puis s'arrêtait et marchait autour du reste de nos camps. Je pouvais entendre un humain respirer par la bouche lorsqu'il était près de ma tente, comme un léger souffle. J'ai commencé à trembler. J'étais trop effrayé pour ouvrir ma tente et aller voir ce qui se passait. Je ne plaisante pas. Cela a duré des heures et il semblait que j'étais le seul à être éveillé. De nulle part, j'ai vu une forme illuminée depuis ma tente, mais je ne pouvais pas dire où elle se trouvait ni comment la lumière entrait. J'étais trop terrifié pour bouger, c'était comme une lueur chaude. J'aurais pu deviner qu'il s'agissait de la torche de quelqu'un, mais personne ne bougeait. J'étais paralysé par la peur et je ne pouvais tout simplement pas croire qu'il s'agissait d'un animal. À un moment donné, je me suis endormi de fatigue, mais je pouvais entendre les pas lourds qui tournaient en rond. Le matin, j'ai interrogé mes collègues et ma patronne m'a avoué qu'elle aussi avait entendu des pas et des bruits étranges. Elle s'est rendue compte que c'était étrange et qu'elle aurait dû sortir pour enquêter, mais elle était un peu étourdie d'avoir marché et d'être restée dans la chaleur toute la journée. L'un des membres du groupe a déclaré qu'il avait également remarqué que la lumière s'était allumée, mais qu'il pensait que c'était quelqu'un d'autre qui allait aux toilettes. Aucune personne du groupe n'est allée aux toilettes ou n'a allumé la lumière de toute la nuit. J'ai entendu dire que les régions des Appalaches étaient sinistres et étranges, et maintenant je le crois. Lorsque j'étais enfant, au début de ma préadolescence pour être exact, j'étais assez timide. Nous vivions dans un mobile home dans les Appalaches rurales et chaque fois que j'entendais mon beau-père se lever pour préparer le petit déjeuner aux petites heures du matin, je me faufilais hors de ma chambre et me faufilais autour de la maison pour pouvoir me glisser dans le lit de ma mère. Ce matin, vers 3h30, ma mère s'est levée avec mon beau-père. Elle m'a dit de me mettre au lit. Elle rentrerait plus tard, alors j'ai fait ce qu'elle m'a dit. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais quelque chose m'a réveillé. Il faisait encore nuit. Quelque chose semblait étrange. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait une petite fille sur le bord du lit. Son visage était caché par des cheveux foncés, 1000 fois sales et presque brûlés. Elle portait ce qui ressemblait à une robe de fourrage. Je me suis frotté les yeux, mais la fille, elle était toujours là. Je me suis retourné et elle avait disparu. C'est étrange que cela ne m'ait pas fait peur parce qu'à cet âge-là, j'avais peur de mon ombre. Mais j'ai décidé qu'il s'agissait d'un rêve étrange et je suis retourné me coucher.
Lorsque je me suis réveillé le matin, j'en ai parlé à ma mère, qui avait l'habitude de me dire ce que les autres mères disent à leurs enfants lorsqu'ils font un cauchemar. Mais cette fois-ci, elle ne l'a pas fait. Au lieu de me rassurer en me disant que ce n'était qu'un cauchemar, elle s'est tue. Je me sentais mal à l'aise, mais je n'ai pas posé plus de questions jusqu'à ce qu'un pasteur se présente à la maison le lendemain. Le vieil homme avait la posture d'un sucre d'orge et j'ai cru qu'il ne s'en sortirait jamais. Lorsqu'il s'est efforcé d'accrocher des tissus de prière aux portes, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Ma mère n'était pas particulièrement croyante. Lorsque le vieil homme est parti, j'ai insisté auprès de ma mère. Elle m'a révélé que mon beau-père voyait la même chose depuis des semaines. Il a également commencé à me raconter que, grâce à des recherches, ma tante et ma grand-mère avaient découvert que l'emplacement de notre maison avait été le théâtre de l'incendie d'une grange à Foin dans les années 1930. L'incendie avait vraisemblablement été allumé par une jeune fille qui avait peut-être le même âge que l'apparition que nous rencontrions et elle pensait que son jeune frère était également impliqué. Tous deux ont péri dans l'incendie. La région était un camp de charbonniers, un endroit atypique plein de tragédies et de pauvreté au début du milieu du 19e siècle. J'essaie de comprendre pourquoi je n'ai pas eu l'impression que ce que je voyais était particulièrement malveillant et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas eu peur. Cependant, plus tard dans l'année, mon beau-père est allé plusieurs fois à la chasse au ginseng autour de notre maison de Zweitausendin et il est tombé sur un bosquet de végétation. Il a dit qu'il pouvait sentir qu'il y avait quelque chose sous toutes les plantes, alors il l'a nettoyé et a trouvé ce qu'il croit être la tombe de la jeune fille. Rencontre avec les enfants aux yeux noirs par Anonyme. J'ai rencontré les enfants aux yeux noirs il y a plus de 10 ans dans les Appalaches rurales. Cela m'a toujours effrayé. Nous sommes restés en contact jusqu'à ce jour, mais cela m'a définitivement éloigné de cet ami. Nous étions dans un parc public local entre 21h et 1h du matin. Je me souviens que nous étions garés à côté des bois et de quelques tables de pique-nique. L'endroit était plutôt désert. Techniquement, nous étions en train d'enfreindre la loi. J'avais 17 ans et mon ami aussi. Ce que nous faisions là ne pouvait être laissé à l'imagination. Alors que le couvre-feu approchait et que nous finissions de passer du temps ensemble, nous avons ressenti un sentiment très inquiétant. Il était sur le siège du conducteur et s'apprêtait à démarrer la voiture pour partir. La voiture n'a pas démarré et nous avons ri un peu, car ce n'était pas la première fois que soudain, à droite du côté passager, où j'étais assise, nous avons vu de faibles lumières sortir des bois. Le sentiment d'inquiétude s'est intensifié lorsque nous sommes sortis des bois et qu'il y avait 4 ou 5 enfants plus jeunes que nous, qui semblaient avoir entre 7 et 11 ans. Je ne dirais pas qu'ils avaient les yeux noirs, mais ils étaient les sombres et je ne m'en souviens pas parce que j'étais très choqué. Ce n'est que des années plus tard que j'ai lu beaucoup de choses sur les enfants aux yeux noirs, les rencontres, les légendes et les phénomènes, qui décrivent tout ce que nous avons vécu. Tout ce que je peux dire, c'est qu'ils n'étaient pas normaux. Ils n'étaient pas à leur place. À ma connaissance, les cabanes du parc n'étaient pas occupées. Elles n'étaient même pas louées avant l'automne et l'hiver. Nous étions à des kilomètres de l'hôtel du parc et il n'y avait pas d'adultes. Nous étions littéralement les seules personnes présentes. Ils n'étaient absolument pas à leur place. Quelles étaient les lumières? Je ne sais pas, mais la chose la plus proche à laquelle je peux les comparer sont les bâtons lumineux. C'était comme s'ils avaient ouvert un paquet de ces bâtons lumineux fantaisie qui comprennent des bracelets, des colliers ou des baguettes. Mais ils ne s'amusaient pas et ne perdaient pas de temps. Ils se sont arrêtés, sont restés là et nous ont regardés fixement. Nous avons essayé de leur demander ce qu'ils faisaient ici, s'ils étaient perdus et où se trouvaient leurs parents, mais nous n'avons pas obtenu de réponse. Le garçon le plus âgé, probablement un peu corpulent et portant un sweatshirt gris à capuche, s'est approché du véhicule par l'avant, à l'endroit où se trouve le coin du phare du passager. Mon ami a commencé à paniquer à ce moment-là. Il a verrouillé les portes et a dit « Non, nous devions partir ». Finalement, nous avons réussi à démarrer la voiture. Les enfants n'ont pas bougé et sont restés devant la voiture. Finalement, mon ami a crié au garçon « Je vais t'écraser ». Et le garçon a reculé lentement, en levant les bras et en nous montrant du doigt pendant que nous roulions. Je n'ai pas regardé derrière moi. Je ne sais pas ce que nous avons vécu cette nuit-là.